L'objectif du jour, en fait, comme vous vous doutez par rapport au titre, c'est de vous aider à cibler précisément à qui vous vous adressez et d'identifier dans un deuxième temps ce que vous pouvez leur apporter pour répondre au mieux à leurs besoins. Parce qu'en fait, une erreur qui est très courante, que ce soit dans une recherche d'emploi ou quand on veut se lancer dans un projet, c'est qu'on brûle les étapes, puis on réalise après quelques mois en fait qu'on a dispersé notre énergie et dans le pire des cas, que notre produit ou service n'intéresse personne. C'est pour ça qu'en fait, il est essentiel de bien définir sa cible et sa proposition de valeur. Et du coup, c'est le thème du jour. Voilà. Et donc concrètement, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est premièrement les bases du positionnement, c'est-à-dire la cible plus la proposition de valeur plus ce qui nous rend unique. Je vais y revenir un peu plus tard. On va voir aussi du coup les outils incontournables pour travailler votre positionnement. Donc là, encore une fois, il y en a plein. Enfin, c'est vraiment pas ce qui manque. Là, aujourd'hui, j'ai fait une sélection, on va dire, de 3 outils qui vont déjà vous permettre de bien structurer votre travail là-dessus. Après, libre à vous si vous voulez creuser le sujet, de chercher par vous-même. Oui, moi Il je y a voudrais plein de ressources sur intervenir à ce Internet. niveau-là. Donc, les outils qu'on vous propose, vous pouvez aussi les adapter à votre sauce. Faut pas, voilà, un outil, il ne faut pas suivre tout, mais ça permet de structurer, de donner une base. Et il y a des outils qui vous parleront plus que d'autres. Voilà. Mais vous pouvez C'est aussi ça. transformer ces outils, hein, voilà, en faire des Ouais, ouais. nouveaux, quoi. Du coup, troisième partie, on va voir ensemble comment vous assurer que votre projet vous correspond à 100%. En quatrième et cinquième point, donc je vais vous présenter la méthode étape par étape pour atteindre vos objectifs, que ce soit trouver un emploi ou concrétiser votre projet. Et enfin, quelques pistes pour aller plus loin qu'on vous proposera à la fin de ce webinaire. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Nathalie pour vous expliquer ce qu'on propose avec le projet Zoom Jeune et vous expliquer aussi que ça fait partie un peu de Promo Jeune. Donc, elle va vous expliquer un peu comment tout ça s'articule. Je te laisse la parole. Ouais, désolée, j'étais en train de regarder tous les messages que je reçois en même temps. Bon, parce que du coup, l'équipe n'a pas reçu le nouveau lien. Donc, Zoom Jeune, c'est un projet. Bon, la plupart des participants savent ce que c'est, mais je pense qu'il y en a quelques nouveaux. Donc, qui est porté par Promo Jeune ASBL, qui est une organisation de jeunesse qui existe maintenant depuis 30 ans. Et donc, on propose un soutien gratuit et de développement tout type de projet, personnel ou professionnel. Et normalement, ce qu'on propose, c'est un suivi individuel et puis des formations collectives. Et donc là, les formations collectives vont devenir virtuelles. Mais on a plein d'idées et on espère que vous en aurez. Vous pourrez nous rejoindre dans l'aventure. Voilà, voilà. Je vais peut-être C'est envoyer ça. le lien à l'équipe quand même. Ouais, ok. Et Eve me Et dit du qu'il y a coup, une photo. Voilà. J'avais dit que je ne faisais pas plusieurs choses en même temps. Voilà. Je te laisse la j'en parole. profite aussi du coup pour vous dire si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à envoyer peut-être d'en converser votre question comme ça. Et en fait, je prendrai le temps de regarder ou de vous laisser la parole en fait, entre chaque morceau de sujet qu'on va voir aujourd'hui, quoi. Oui, peut-être qu'à la fin Donc, de n'hésitez chaque pas. slide, on peut, comme on avait fait tous les deux, faire un temps de pause pour les questions. Ouais, c'est ça. Dès que je sens voilà, que j'arrive au bout d'une explication sur un truc, Tu nous donnes la parole. Et on ça, pourra c'est répondre. Voilà, c'est ça, exactement. OK. Et ça, c'est moi qui dois rallumer les micros ou Ben, chacun peut allumer son micro s'il a envie, OK, à mon d'accord. avis. Et OK. voilà. Bon, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous en sortez pas. D'accord. Ok, donc déjà, pour vous expliquer ce qu'est le positionnement, euh, en fait, ça se compose de 3 choses, comme je vous disais. D'une part, en fait, il y a une cible. Là, c'est un peu la partie définition, en fait, très générale pour vous expliquer de quoi on parle. Une cible, en fait, c'est une population qui fait face à des enjeux et problématiques comparables et que l'on peut regrouper selon différents critères socio-économiques et autres. C'est aussi ce qu'on appelle un persona, en fait, en marketing. Ensuite, on a la notion qu'on appelle la proposition de valeur. C'est un produit ou service qui est proposé et qui répond à un besoin ou à un problème spécifique.
Et enfin, le positionnement, justement, c'est l'adéquation entre un produit-service et un marché en apportant une approche unique. Et donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que si vous proposez un produit en particulier, il va plus ou moins intéresser certaines cibles. Et selon en fait à qui vous adressez, comment vous adressez à eux, les résultats que vous pouvez avoir vont être vraiment différents. Et déjà, pour commencer à illustrer ça, c'est si jamais vous vendez des bouteilles d'eau, je ne sais pas, en fait, dans un marché, peu importe, dans votre ville, là, ce n'est pas trop le timing mais en ce moment, mais voilà. Vous pouvez les vendre à un certain prix, ça va intéresser un certain type de personnes, mais sans plus. Alors que si vous décidez de vendre ces mêmes bouteilles d'eau à l'entrée du désert, par exemple, à 10 € la bouteille avec une pancarte en bois toute pourrie, votre proposition de valeur, elle sera perçue de manière bien plus grande en fait que si vous la vendez dans un autre contexte à un autre type de personne. Juste pour vous illustrer, en fait, la proposition de valeur reste la même, vous vendez des bouteilles d'eau, mais le contexte n'est plus du tout le même, la cible n'est plus le même, etc. Donc c'est vraiment pour vous illustrer que il faut vraiment trouver un matching en fait entre une cible et une proposition de valeur. Voilà, donc pour illustrer un peu plus concrètement ce concept de cible, si par exemple on veut lancer son activité et qu'on cible les entrepreneurs, donc c'est un type de cible, mais ça, on reste en fait encore dans quelque chose de très très vague, très large, parce que les entrepreneurs, ça veut tout et rien dire. Quand on parle d'entrepreneur, est-ce qu'on pense aux carreleurs du coin qui travaillent en indépendant, en complémentaire ou comme ça? Est-ce qu'on pense à un serial entrepreneur qui a plein de business dans plein de pays différents, etc., qui a des milliers d'employés? Enfin, vous voyez que c'est vraiment super différent. Donc en fait, une étape pour définir un peu plus précisément une cible, ça va être de préciser de cette façon-là, par exemple, qu'on va viser les entrepreneurs dans le domaine du marketing digital. Déjà, en fait, on se limite à un domaine en particulier, ce qui fait qu'en fait, ces personnes-là, au moment où on va s'adresser à elles, elles vont se sentir bien plus concernées parce que notre message aura une direction, on pourra un peu plus imaginer les types de problèmes qu'elles ont pour pouvoir y répondre. Donc ça, c'est déjà une bonne étape en fait si on veut tâtonner pour trouver à qui on s'adresse, son positionnement, etc. Une façon de préciser encore plus, d'aller encore plus dans le détail, c'est en définissant une cible un peu de ce style, qui seraient les entrepreneurs de 25 à 35 ans dans le domaine du marketing digital, qui possèdent une agence de 10 à 50 employés. Et là, vous voyez qu'en fait, on est sur quelque chose de ultra ciblé. Et en fait, à force de rentrer en contact avec cette cible-là, on se rendra compte qu'en fait, il y aura plein de similitudes qui vont revenir, plein de problèmes qui vont être récurrents. Et ce sera bien plus facile en fait pour leur proposer des offres ou des services qui vont leur correspondre. Si je fais le parallèle par rapport à la recherche d'emploi, c'est justement si jamais vous cherchez un emploi je ne sais pas, en tant qu'avocat ou autre, si vous visez des ONG ou des bureaux d'avocats, la démarche ne sera pas du tout la même, les problématiques pour lesquelles ils vont vous embaucher ne seront pas du tout les mêmes. Donc voilà, encore une fois, c'est une très bonne façon de mieux cibler vos efforts, quitte à vous fermer des portes en fait. Mais quelque part, c'est quelque chose de contre-intuitif. On renonce, entre guillemets, à une partie des opportunités pour augmenter radicalement nos chances sur une cible précise en fait. Voilà, déjà jusque-là, je ne sais pas s'il y a des questions, c'est assez clair pour vous. Oui, c'est clair. Ok. Du coup, pour illustrer ça, en fait, quand on a une cible qui est à peu près définie, c'est le premier outil que... Ouais, vas-y. Je trouve que c'est toujours difficile quand on a une cible, par exemple, si la cible c'est les jeunes, mais qu'en fait notre client c'est une maison de jeunes, par exemple. Est-ce qu'on définit les jeunes qui vont profiter de ce qu'on fait comme la cible, ou alors les gens à qui on va vendre Pour te répondre très directement, il faut que tu vises la personne à qui tu vends le service, à qui tu proposes le service. Même si les utilisateurs finaux seront les jeunes,
toi, ta cible, ce sera les décideurs, donc les organisations de jeunesse, etc. Et après, bien sûr, pour présenter tes offres, etc., même le plus concrètement, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'imaginer bien sûr les problématiques que peuvent avoir les jeunes auxquelles toi tu réponds, mais c'est aussi encore plus efficace d'imaginer quelles sont les problématiques ou les objectifs des organisations de jeunesse et leur montrer en quoi tu vas les aider à atteindre leurs objectifs avec toi, tes offres et services. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait la façon la plus efficace pour arriver à ce que tu veux. Et après, bien sûr, ce qui fera que ton offre ou que ton activité elle tienne, c'est est-ce que tu arrives à délivrer un service de qualité, etc. Mais ça, c'est autre chose, quoi. Je sais pas si ça te répond bien, si c'est clair pour toi. Ok, super. Merci. Du coup, voilà un outil pour un peu plus cadrer. Comme je disais, on a une cible assez clairement identifiée. Voilà, les entrepreneurs 25-35 ans dans le digital qui ont une agence. On peut en fait formaliser ça dans un outil qu'on appelle le Persona Canva. Donc ça, il y a plein de versions différentes. Ça, c'est un template que j'ai créé moi-même en fait en mixant plusieurs templates que j'ai trouvés. Et en fait, on peut identifier plusieurs critères comme la tranche d'âge, profession, la situation familiale, la zone géographique, selon le périmètre sur lequel vous intervenez, etc. Et après, rentrer un peu plus dans un aspect émotionnel, je dirais, avec les objectifs, les besoins, les envies que peut avoir notre cible pour les anticiper et leur proposer des offres ou des services qui vont leur correspondre au mieux. Donc ça, en fait, je ne rentre pas trop dans le détail pour le moment parce que je vais vous présenter un cas pratique, enfin, c'est mon cas à moi, pour le coup, et pour illustrer ce persona Canva complété et que ce soit un peu plus parlant pour vous, en fait. Donc voilà, déjà là, j'arrive à peu près au bout de la cible, en fait, dans les grandes lignes, en fait, pour vous expliquer ce que c'est une cible, comment ça se définit. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant que je passe à la proposition de valeur. Non. Par rapport à la cible, je voulais intervenir en disant que c'est assez difficile, ce persona Canva, de s'imaginer, de pouvoir répondre à toutes les questions ou toutes les cases quand on n'a pas encore rencontré sa cible. Mais vous pouvez essayer en tout cas de faire l'effort de répondre à une partie des questions et puis de voir si ça fait sens pour vous ou pas. Par exemple, la devise, qu'est-ce que votre public cible se dit comme devise, c'est un peu compliqué. Vous pouvez à nouveau adapter ce persona en fonction des questions que vous pourrez préparer par rapport à ce public. Vous Ouais, pouvez exactement. Et de ce Canva. Vous pouvez le mettre à votre sauce, quoi. Ouais, déjà, vous pouvez totalement le personnaliser. Ouais, pardon, vas-y. Oui, moi j'ai une question, c'est Ségolène, hein, par rapport à objectif découverte de l'offre, enfin bon, tout ce qui est, toutes les questions en dessous. Je comprends pas très bien objectif du persona Canva, c'est-à-dire par rapport à notre service. En fait, Donc, c'est plutôt l'objectif de ta cible, en fait. Si jamais tu vises un professionnel, par rapport au service au problème auquel tu réponds, quels peuvent être les objectifs de ta cible, en fait? Je ne sais pas, par exemple, si tu cibles quelqu'un des ressources humaines, ses objectifs, ça va être de limiter au maximum le turnover, ça va être de faire en sorte qu'il y ait X% de ses employés qui soient formés à la fin de l'année, ça va être d'atteindre certains niveaux de performance en termes de qualité de vie au travail. Tu vois, ça va être ça, ces objectifs, en fait. Oui, le persona Canva, c'est vraiment vous mettre dans la peau de votre utilisateur et de penser en fonction de ses besoins et du coup de faire une proposition de solution en fonction de ses besoins. Il faut vraiment se mettre dans sa peau. Ouais, c'est ça. Quoi. très Et ça bien. rejoint, en fait… Pardon, vas-y, ouais. Ouais, désolée. Du coup, objectif, j'ai compris, mais du coup, même si je me mets dans la peau de mon persona Canva et que je fais découverte de l'offre, je comprends pas comment je peux traduire ça. Comment est-ce qu'il se sent quand il découvre mon offre, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, ça va être… en fait, ça, c'est cette partie-là. Tu vois, c'est une partie qui est modulable. Tu verras, moi, je l'ai changé dans le template que j'ai utilisé. Mais pour te donner une idée, la découverte de l'offre, c'est quels sont les moyens pour ton persona de découvrir, enfin de tomber sur ton offre, en fait. Est-ce que ça va être en tombant sur ton site internet après avoir lu un article? Est-ce que c'est en ayant vu une vidéo YouTube, etc.
C'est ça, en fait, découverte de l'offre. Et pour aussi t'expliquer, aller plus loin, le chemin vers l'objectif, c'est qu'est-ce qui va faire que la personne va avoir ce déclic de passer à l'action, en fait. Quel va être le moyen pour elle de faire affaire avec toi au final quels sont les moyens? Est-ce que c'est par un appel téléphonique en amont? Est-ce que c'est directement une page de vente sur un site? Tu vois, c'est tout simplement ça, en fait. Ok, ça va. Merci beaucoup. Avec plaisir. De toute façon, Mais encore une fois, oui, Sébastien va montrer son exemple un peu plus tard et ce sera plus pertinent. Et vous ouais, c'est ça. retrouverez, comme on enregistre, mais aussi on peut vous donner le PowerPoint pour que vous fassiez des exercices et on peut faire des questions-réponses la semaine prochaine. Ouais, et puis même ces templates, ces outils que je vous montre, celui-là, il est disponible au format Word, en fait. Donc, vous pouvez tout à fait le modifier. Il y a exactement ce template-là. À part simplement découverte de l'offre, j'ai changé l'intitulé par rapport à quelque chose qui était plus pertinent, à mon avis. En tout cas pour moi. Mais vous pourrez modifier et le compléter pour vous-même, en fait. Vous aurez le template disponible. Par rapport à la proposition de valeur, en fait, là, j'aimerais creuser ce sujet parce que c'est quelque chose de vraiment important qui est souvent mal compris. En vous donnant cet exemple-là de Rolex, je ne sais pas si tout le monde connaît ici, mais bon, c'est une marque de montres vraiment haut de gamme, marque de luxe, etc. Ils vendent des montres facilement dans les 10 000 € et plus. Et en fait, quelle est la proposition de valeur d'une montre, en fait? Ce serait tout simplement de donner l'heure, tout basiquement. Mais vous imaginez qu'on ne va pas simplement payer 10 000 € pour avoir l'heure. Il y a moyen de trouver une montre qui va nous tenir un an dans les 10-20 € et c'est amplement suffisant pour ça. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Et ça, en fait, l'idée, c'est qu'une proposition de valeur, en fait, c'est une réponse à un ou plusieurs besoins. Et donc, je vous ai donné quelques exemples ici, quelques exemples de besoins fondamentaux. Donc, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail, de les lire un par un ensemble, mais de vous donner un peu une idée des besoins auxquels vos produits-services peuvent répondre. Souvent, on pense vraiment à l'aspect fonctionnel, que ça permet de faire concrètement, mais derrière, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte dans la décision d'achat. Et je me suis amusé, du coup, moi de mon côté, à faire l'exercice pour une Rolex. Derrière, qu'est-ce qui me donnerait envie de dépenser ces 10 000 € pour une montre? Et je me disais déjà, dans les besoins relationnels, si je me mets en imaginant que, par exemple, c'est un PDG d'une grande entreprise qui va dans une boutique Rolex ou qui commande, qui décide de s'en offrir une, une des raisons pour moi que je présume, en fait, c'est une hypothèse de ma part, mais c'est que peut-être cette personne elle fait partie de clubs de hauts dirigeants, etc. Et que le fait d'avoir un signe extérieur de réussite, c'est quelque chose qui leur permet en fait de se reconnaître entre eux quelque part, en fait, d'avoir des costumes avec des marques prestigieuses, d'avoir des montres, des belles montres, etc. Ça leur permet en fait de répondre à ce besoin d'appartenance, de se sentir appartenir à ce groupe, à cette élite, etc. Une autre idée, une autre raison, encore une fois, c'est mon hypothèse, ça pourrait être l'envie, le besoin d'être en cohérence ou en accord avec ses valeurs. Si par exemple, on est une personne qui a la valeur de l'excellence, de simplement prendre tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde, et encore une fois, si on en a les moyens, ça peut être un des leviers de la décision d'achat. Un autre exemple, ça peut être par rapport à l'accomplissement de soi. Si on a travaillé toute sa vie vraiment dur pour réussir professionnellement, en fait, le fait de s'offrir une Rolex, ça peut être un peu le symbole de cette réalisation professionnelle, cette réalisation de soi, qui va nous concrétiser en fait toutes ces années de travail et d'efforts qu'on a réalisé en fait. Donc voilà, je ne sais pas si c'est OK pour vous, si ça vous parle tout ça. Vous pouvez Oui, alors, Vanessa a envoyé un message, mais je ne suis pas sûre de comprendre le sens où elle parle d'appartenance identitaire. Et du coup, je n'arrive pas à lui renvoyer la question. J'imagine. Alors attends, je vais essayer de voir. Ouais, exactement. Je pense que tu parlais aux besoins d'appartenance identitaire, c'est ça, Vanessa, j'imagine. Elle a voulu répondre à sa manière dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas.
Mais oui, voilà, tout à fait. En fait, c'est pour caricaturer aussi un peu, c'est comme quand on voit au collège ou à l'université ou comme ça, des gens qui s'habillent en métalleux ou alors en gothique, etc. C'est pareil, en fait, c'est une autre façon, mais avec le style vestimentaire, de satisfaire ce besoin d'appartenance, en fait. De trouver des gens qui nous ressemblent, etc., quoi. Voilà, donc en fait, pour un peu résumer tout ça, une proposition de valeur, c'est un aspect fonctionnel, c'est-à-dire ce que le produit ou service permet de réaliser concrètement, que ce soit gagner du temps, de l'argent, réduire une pénibilité sur une action précise, etc. Il y a l'aspect aussi émotionnel. Donc ça, c'est qu'est-ce que l'achat de ce produit va nous procurer sur le plan émotionnel. Peut-être ce sera de la sécurité, du bien-être, du soulagement, etc. Et enfin, un aspect social. Donc ça, c'est ce dont on parlait juste avant, c'est le besoin d'appartenance. Mais c'est aussi le besoin de se sentir entouré, estimé, valorisé, etc. Et pour faire le parallèle par rapport à la recherche d'emploi, parce que voilà, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est aussi super important pour vous d'envisager ces trois critères en fait. Si je repars mon exemple d'une recherche d'emploi en tant qu'avocat, l'aspect fonctionnel, je dirais que ce serait vos compétences, vos études, vos diplômes, votre expérience professionnelle. C'est ce que vous savez concrètement faire, les tâches qu'on peut vous donner à réaliser. Mais imaginons qu'on ait un bureau d'avocats qui décide de recruter un nouveau collaborateur. Il va peut-être sélectionner 10 profils qui ont à peu près fait les mêmes études, qui ont à peu près les mêmes expériences. Et donc, qu'est-ce qui va faire qu'il se décide sur un ou l'autre profil? Ce sera en fait sur les deux autres aspects, c'est-à-dire émotionnel. Est-ce que les personnes dans ces 10, il y en a une qui inspire plus la confiance que les autres? Sur l'aspect social, est-ce qu'il y en a une qu'on s'imagine mieux s'intégrer dans notre équipe, etc. Donc en fait, c'est un peu aussi à vous d'imaginer, dans le cas d'une recherche d'emploi, qu'est-ce qui est attendu en termes de savoir-être, en termes de comportement par rapport au job que vous visez, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a, c'est peut-être pas trop la peine que j'insiste là-dessus. Est-ce que vous êtes tous là pour creuser par rapport à votre projet ou est-ce qu'il y en a aussi qui sont intéressés par rapport à la recherche d'emploi? Moi, c'est pour creuser par rapport à mon projet. Ok. Moi, c'est projet aussi. Ouais, c'est projet aussi. Mhm. Ok. Moi aussi. Ok. Donc à peu près tout le monde au projet, quoi. Donc Ouais. voilà, je vais pas insister. Je vais quand même faire des allusions pour les gens qui regardent en replay. Mais voilà, ok, c'est bon à savoir. Et donc en fait, pour formuliser ça, cette votre proposition de valeur, un nouvel outil que je vous propose, c'est le Value Proposition Canva. Je prends en même temps. Voilà. Et du coup, en fait, cet outil, c'est un peu un zoom en fait, du business model au global où on va s'intéresser à la cible et à la proposition de valeur. Je ne sais pas si vous avez à peu près en tête le business model, mais ces deux cases-là, sur les, je ne sais plus combien il y en a exactement, entre 8 et 10, je ne sais plus. On va faire le zoom sur la proposition de valeur et sur la cible. Donc la cible, c'est le cercle à droite. Concrètement, si vous avez complété votre persona Canva, ça va vraiment vous aider pour compléter cette partie-là. Et en fait, vous voyez que, pour vous expliquer vraiment en quelques mots, vous pouvez faire une Value Proposition Canva, enfin compléter un Canva comme ça, pour chaque type de problème que votre cible peut rencontrer. Par exemple, je vous prenais l'exemple des RH tout à l'heure. Si c'est le bien-être au travail, ça peut être une action ou une problématique que cette personne des ressources humaines a. Le fait de réduire le turnover ou je sais pas, ou d'assurer un quota de formation, ça peut être aussi un autre Canva que vous allez compléter. Parce qu'en fait, les difficultés rencontrées ne vont pas être les mêmes et la proposition de valeur que vous allez faire ne sera pas la même non plus en fait. Donc il ne faut pas essayer de tout caser, toute notre offre, qu'elle soit parfaite pour répondre à tous les problèmes. N'hésitez pas à en compléter plusieurs si vous sentez le besoin. Voilà, donc après, je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça parce qu'encore une fois, je vais vous présenter un exemple concret plus tard.
Mais déjà, encore une fois, ce template, vous l'aurez dispo cette fois en PowerPoint pour pouvoir le compléter vous-même et adapter à votre cas. Voilà, donc déjà, ça c'est à peu près tout, encore une fois, pour la proposition de valeur de manière assez rapide. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est OK. OK, super. N'hésitez pas, du coup, au fur et à mesure. Hop, je vois qu'il y a des messages. Ouais. Mais ouais, du coup, je passe au dernier aspect, on va dire. Une fois qu'on a notre cible, une fois qu'on a notre proposition de valeur, c'est comment proposer une offre qui est unique sur le marché. Parce que j'imagine que dans l'idée de projet que vous avez peut-être des concurrents qui proposent des produits-services plus ou moins similaires aux vôtres. Donc, qu'est-ce qui peut faire que votre solution soit unique sur le marché? Pour moi, il y a 3 piliers différents. Vous pouvez en choisir soit un, soit essayer de travailler sur les 3 à la fois. Le premier, c'est en ayant une proposition de valeur innovante. Donc, je vous présente les 3 et je vous illustrerai à la fin pour chacun à quoi ça peut ressembler. Deuxièmement, c'est en définissant une cible très précise. Et enfin, par le fait d'avoir une approche originale du sujet pour combler le besoin. Donc pour ça, en fait, je vais vous prendre l'exemple d'actualité, c'est avec le coronavirus. On est tous bloqués à la maison. Et donc, en fait, un besoin qui se fait sentir par beaucoup de gens, c'est le fait d'être un peu isolé de ses proches, de ne pas pouvoir les voir autant qu'on voudrait. Donc, en fait, il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui, comme Zoom, par exemple, comme on utilise maintenant, comme WhatsApp, vidéo, etc., pour voir les gens. Mais concrètement, c'est à peu près tout, quoi. Enfin, sauf si on se déplace réellement. C'est des solutions qui existent et qui sont, on va dire, bon, voilà, qui sont existantes, quoi. Une approche innovante, ce serait par exemple quelque chose qui va bouleverser le marché et qui serait par exemple d'avoir des hologrammes chez soi pour voir nos proches en fait presque en face à face et avoir le sentiment qu'ils sont à côté de nous alors qu'ils ne sont pas. C'est juste une idée, mais en fait ça vient apporter quelque chose de totalement nouveau sur le marché. Ça, c'est une approche vraiment innovante, donc on peut dire. Le fait de définir une cible très précise, c'est par exemple si vous aidez des entrepreneurs à, je ne sais pas, résoudre X problèmes. Si vous adressez, comme je montrais l'exemple tout à l'heure, à des entrepreneurs de 25 à 35 ans dans le digital qui ont une agence, vous êtes ultra ciblé sur une cible. Et donc, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des gens qui soient autant spécialisés que vous dans la résolution de ce problème. Et donc, d'office, ça vous met au-dessus de la concurrence. Ça, c'est une façon assez facile au final de se différencier et qui augmentera votre valeur par rapport à vos clients potentiels ou votre cible potentielle, quoi. Et enfin, par le fait d'avoir une approche originale pour combler le besoin, ça j'y reviendrai après en vous présentant mon cas, pardon. Mais dans mon cas, je travaille sur la gestion du stress, la résolution de conflits, en aidant les personnes à développer leur intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est un concept ou en tout cas une expertise sur laquelle je m'appuie pour aider les gens à se développer dans ces domaines-là. Donc c'est en fait mon approche personnelle pour résoudre ce problème. Il y en a, ils vont peut-être s'appuyer sur la PNL, j'en sais rien, plein d'outils de coaching, je ne sais pas si ça vous parle, mais bref, ce n'est pas l'important. Juste pour vous dire que le fait de choisir une approche ou d'avoir votre méthode à vous, ça peut aussi vous permettre de vous différencier sur le marché, quoi. Et donc, en fait, le fait d'avoir une cible bien précise, une proposition de valeur claire et une approche unique, c'est ça qui constitue votre positionnement ou le product market fit, comme on l'appelle dans l'univers des startups. Et donc ça, en fait, on verra après, ça met du temps avant de trouver justement ce clic. Et ça passe par différents tests et je vais vous montrer la méthode un peu après. Donc déjà, est-ce que jusque-là, c'est OK pour vous ou est-ce que vous avez des questions? Ça va, OK. Pour moi aussi, c'est OK. OK.
Encore une fois, voilà, je réponds au fur et à mesure s'il y a des questions qui arrivent. Ok. Voilà, et donc une fois qu'on a vu ça, l'étape qui arrive, c'est la dernière étape quelque part, c'est l'étape du pitch, ou on peut appeler votre formule magique. C'est une fois que vous avez trouvé une cible bien précise et que vous savez quoi leur proposer, etc. Et si vous avez votre cible en face de vous, en général, comme vous le savez, on a que quelques secondes pour faire une première bonne impression, pour attirer l'attention. Aussi, de nos jours en ligne, il y a tellement d'informations, etc., qu'on on a vraiment pas le temps de faire des pavés ou de tourner autour du pot. Il faut avoir, en quelques mots, réussir à accrocher l'attention. Et en fait, il y a une formulation qui permet de faire ça. C'est en fait, en 3 à 4 étapes, on va dire, c'est une formulation comme j'aide telle cible à atteindre tel résultat. On peut ajouter, si on veut, un indicateur de résultat. euh, sans, sans en fait rencontrer telle objection, tel problème qu'elle vit aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, parce que là, c'est pas très clair, si je devais prendre mon cas en tant que accompagnateur de projet chez Zoom Jeunes, je pourrais dire qu'en fait, j'aide les jeunes qui ont envie d'entreprendre à tester leur idée de projet en 3 semaines. C'est là l'indicateur de résultat, par exemple, sans investir d'argent au démarrage. Parce que je peux m'imaginer que quand on se lance, on a des idées, on n'a pas forcément envie de dépenser ou de se ruiner avant d'être à peu près sûr qu'il y a un potentiel sur ce qu'on propose. Et voilà. Après, en termes d'indicateurs de résultats, ça peut être de gagner X euros, gagner X% de temps. C'est vraiment libre à vous, trouver un indicateur qui va parler à votre cible. Ça, c'est OK pour vous aussi? Vous avez des questions? Oui, oui. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que ce type de formule peut être utilisé, par exemple, si on doit promouvoir notre produit sur un site internet ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. Après, tu vois, cette formulation c'est à toi de voir pour qu'elle soit la plus concise possible. Ok. Mais tout à fait, ouais. En fait, tu peux très bien l'avoir. Ce qui se fait souvent, c'est tu as cette phrase d'accroche. Mhm. Grâce à notre produit, telle cible arrive à atteindre tel résultat facilement, etc. Enfin, tu mets ce que tu veux. Mais oui, Donc, tu peux très bien le faire. Après, avec c'est mieux tourner la phrase vers positive alors. Grâce à, j'arrive à cet objectif-là. Et Ouais, donc, c'est ça. j'atteins ma cible. OK. Mhm. En fait, l'idée, c'est de projeter la cible sur un résultat et pas lui vendre la technique. En fait, de pas lui dire, voilà, je propose, j'ai un logiciel avec telle fonctionnalité, etc. Parce qu'au Mhm. final, on ne sait pas forcément à quoi ça sert, quoi. Donc, c'est beaucoup mieux Oui. d'annoncer en fait, le résultat qu'on veut atteindre. Et si les personnes sont intéressées, encore une fois, le but, c'est pas de tout caser en quelques mots, c'est d'accrocher l'attention. Et après, si les gens veulent en savoir plus, là, on peut détailler un peu plus ce qu'on propose concrètement en pratique, quoi. OK. Et passe dans les faits, quoi. Merci. Ouais, avec plaisir. Après, cet exercice, ça vous oblige à simplifier aussi. Et donc, avoir parfois plus clair. Enfin, non, voilà, ça peut aider. Peut-être pas tout le monde, mais ça peut aider. De chercher Ouais, les c'est ça. mots et la Mm. bonne cible et ce que vous faites exactement. Voilà, c'est ça, parce que si jamais vous voyez que vous hésitez, qu'il vous faut 5 phrases avant d'expliquer à peu près ce que vous faites et à qui vous le proposez, etc., c'est qu'au niveau de votre positionnement, de base, vous n'êtes pas très au clair, ou que vous cherchez encore un peu à préciser. Donc, en fait, le fait de faire cet exercice-là du pitch, ça vous force en quelques mots à avoir une formule impactante qui parlerait à votre cible si vous l'aviez en face de vous, quoi. Ou sur un site. Voilà, donc après, un autre outil enfin, avant ça, pardon, euh, je vais vous parler en fait maintenant de comment vérifier si votre projet vous correspond pleinement. Et donc, en fait, c'est une question que vous pouvez vous poser à vous-même, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vous lancer dans ce projet? Vous pouvez vous poser la question, l'écrire sur un bout de papier ou comme ça.
Et pour vous illustrer un peu, en fait, moi, dans les hypothèses que je peux avoir, en fait, on peut avoir l'envie de créer un projet parce qu'on a envie de changer le monde sur un sujet qui nous tient à cœur, comme le réchauffement climatique, etc. De contribuer à une cause qui nous tient à cœur. Moi, là, j'ai un peu répété les deux. D'obtenir plus de liberté dans notre vie, de se réaliser professionnellement, en fait, de choisir ce sur quoi on veut travailler, ou alors de valoriser ses compétences, d'exprimer son potentiel si on se sent peut-être parfois bridé sur les projets sur lesquels on est impliqué. Voilà, donc c'est des exemples, mais en fait, c'est un peu la base pour essayer pour le travail que je vais vous proposer après, d'essayer de faire le point sur qu'est-ce qui vous a donné l'étincelle, en fait. Et cet outil que je vais vous présenter, donc on ne va pas faire l'exercice ensemble aujourd'hui, mais je vous expliquer à peu près comment ça se passe pour que si vous voulez prendre le temps chez vous, vous puissiez le faire. C'est l'ikigai. Donc c'est un concept japonais. L'ikigai, c'est un peu notre mission de vie, notre raison d'être. Et pour la trouver, en fait, il faut qu'il y ait 4 conditions qui soient réunies à la fois. La première, c'est, donc en fait, vous voyez, il y a ce en quoi je suis doué, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé. Et en fait, notre ikigai se situe à mi-chemin de ces 4 points. Parce qu'en fait, s'il en manque un de ces 4, forcément, à un moment donné, notre projet sera un peu mis en péril pour différentes raisons. Donc, pour vous illustrer, le en quoi suis-je doué, c'est vos compétences, qui ne sont pas forcément professionnelles, votre expérience de vie et vos talents. Donc l'idée, si vous voulez le faire chez vous, c'est de lister tout ce en quoi vous êtes doué dans ce cercle. Concrètement, vous pouvez prendre une feuille blanche et compléter ça au fur et à mesure. Donc vous allez peut-être pas le faire maintenant parce qu'on va passer assez vite dessus, mais voilà. Juste pour vous expliquer le concept. Deuxièmement, c'est ce que j'aime faire. Donc celle-là, c'est toutes vos passions, les choses qui vous motivent, ce dont vous aimez discuter avec vos proches. Ça peut être, je prenais l'exemple une autre fois, c'était si vous aimez regarder des séries et qu'en plus vous adorez faire des critiques de séries sur un genre bien particulier, que vous aimez tenir un blog là-dessus, ça peut être l'exemple de choses que vous pouvez mettre là-dedans. Et si en plus vous le retrouvez, si vous êtes doué pour ça, vous pouvez aussi l'ajouter dans cette case, ce en quoi je suis doué. Ensuite, ce dont le monde a besoin, c'est en fait ce qui correspond un peu à vos valeurs, ce en fait qui vous parle, sur les choses sur lesquelles vous pourriez améliorer le monde à votre échelle, etc. Et par exemple, si je reprends l'exemple des critiques de films, est-ce que ça a du sens de partager ça avec le monde? En fait, est-ce que les gens ont besoin de ça? Et d'une certaine façon, oui, parce que ça peut être une bonne façon d'éduquer, entre guillemets, votre audience, les gens qui lisent votre blog sur qu'est-ce qu'il faut lire à travers les lignes quand on regarde une série, etc. Et enfin, ce pourquoi on peut être payé, ben là, ça tombe sous le sens, c'est quelles sont les compétences que vous avez avec lesquelles vous pouvez gagner de l'argent, tout simplement. Là, pareil, vous pouvez lister vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Et si je reste sur mon exemple de la critique de film, est-ce que je peux être payé pour faire ça? Ça va peut-être être difficile de trouver un emploi là-dedans parce que c'est concurrentiel. Après, rien ne m'empêche de créer un blog et d'essayer de le monétiser pour regarder l'exemple. Et là, en fait, si vous faites ce travail-là, vous pouvez identifier plusieurs choses qui répondent à ces 4 critères. Et ce sera en fait votre ikigai. C'est ce qui vous permet en fait de valider que votre projet va dans la bonne direction et va vous garder motivé sur la durée, quoi. Parce que voilà. C'est pas clair parce qu'à chaque fois, c'est le même mot qui va revenir ou... Pardon, je n'ai pas bien compris ta question. Donc, c'est pas très clair comment tu trouves ton étoile. C'est parce que c'est le même mot qui va revenir dans tout? Voilà, c'est ça, exactement. Ou alors, aussi, moi, la façon dont j'aime bien utiliser l'ikigai, c'est par exemple quand je m'imagine une proposition d'offre ou de service ou de produit que je veux proposer, je me fais un peu la checklist des 4 points. Est-ce que ça répond bien à ces 4 critères? Est-ce que j'aime
accompagner des gens sur ce type de problème? Est-ce que je me sens capable en fait ou légitime pour le faire? Est-ce qu'il y a assez de monde qui a besoin de ça et est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Est-ce que c'est éthique pour moi? Et enfin, est-ce que ces personnes ont les moyens de me payer, de me rémunérer pour mon travail, etc. Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les alternatives en fait pour réussir à le faire? Dans le cas d'une association, ça peut être trouver des financements, des partenariats, etc. Mais en tout cas, enfin, voilà, moi je m'en sers, j'ai fait l'exercice complet comme je l'ai expliqué à un moment donné. Maintenant, ça me sert un peu plus de checklist au besoin pour clarifier enfin, à chaque fois que j'ai une nouvelle idée de service à proposer, quoi. Ok, donc c'est vraiment ton idée de service que tu prends comme base, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que moi, je pars du principe que ce que je fais, c'est... enfin, moi, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, en plus de ça, je suis dans le coaching et la formation. Et donc, en fait, c'est des thématiques enfin, j'adore accompagner en individuel, transmettre ou partager des connaissances. Donc, de base, j'ai juste à vérifier si le sujet dont je parle, je me sens légitime pour le traiter ou pas. Et si je me sentirais à l'aise pour travailler avec le type de personnes que je cible, en fait. C'est surtout ça. Et après, je vérifie, encore une fois, s'il y a assez de monde qui sont concernés par ce problème. Est-ce qu'elles sont prêtes à me payer pour ça? Et c'est un peu, voilà, encore une fois, ma checklist à chaque fois que je pense à une nouvelle idée de cible ou d'offre. Ok. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, si vous connaissiez déjà l'ikigai, peut-être. Il y en a qui l'avaient fait, je crois. Intéressant. Ouais, il y avait eu un atelier qui avait en début d'année là-dessus. Je trouve que Mais c'est chouette de voir des exemples, parce que quand c'est très théorique, des fois c'est dur après quand tu essayes de te l'approprier, je trouve. ouais, c'est ça. Et ça, pour le coup, si ça t'intéresse d'avoir des exemples d'ikigai tout fait, enfin, n'hésite pas à taper dans Google, tu verras des exemples, tu en as à l'appel, vraiment, avec des exemples de personnes qui te montrent comment elles sont arrivées à trouver leur ikigai. Et même, tu peux en avoir plusieurs, en fait. Voilà. Enfin, n'hésite pas à taper dans Google, tu verras. J'ai pas mis d'exemple là pour pas trop alourdir cette formation, mais dans l'absolu, tu as de quoi trouver. Et Sébastien va revenir avec des exemples par rapport à lui pour les autres outils aussi. Ouais, je vais illustrer un petit peu ça par rapport à mon cas, encore une fois, mais voilà. Pour ceux qui veulent le construire chez eux, il y a ce qu'il faut pour s'inspirer. Voilà, donc maintenant qu'on a vu à peu près tout ça, ben, je dirais par où commencer pour clarifier votre positionnement. Pour moi, il y a 3 cas de figure. Peut-être que vous êtes dans un 4e cas auquel je n'ai pas pensé. Mais premièrement, ce serait si vous avez des compétences et que vous voulez aider d'autres personnes, mais vous ne savez pas encore quelle est la cible qui a le plus besoin de vos services. Deuxièmement, si vous avez observé qu'il y a un manque sur un problème précis. Là, je reprends un exemple avec le contexte actuel, avec le confinement. Voilà, il y a de plus en plus de monde qui sentent un peu le manque de leurs proches, etc. C'est un besoin nouveau. Est-ce que les offres qui sont proposées aujourd'hui ou les solutions sont satisfaisantes ou pas, quoi? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a moyen de proposer autre chose de différent? Et la 3e façon, en fait, c'est de s'adresser à une cible en particulier qu'on connaît bien, ou concrètement, si on est nous-mêmes notre propre cible, en fait. Ça, c'est le cas, par exemple, si on avait été étudiant, on est à peu près tous passés par des études à un moment donné, on a vécu le quotidien en tant qu'étudiant. Est-ce qu'il y a des situations qui nous ont posé problème ou alors qui étaient des frustrations, etc., et auxquelles il n'y avait pas vraiment de solution? Si c'est le cas, si on se décide du coup d'attaquer, entre guillemets, ce marché-là, on aura une très bonne connaissance de notre cible vu qu'on est passé par ce qu'elle a vécu, et donc ça simplifiera vraiment ce travail-là, quoi. Et en fait, dans tous les cas, c'est ça que je vais vous partager. La méthode, ça reste la même que je vais vous présenter là. Et c'est juste simplement que vous pourrez passer plus ou moins vite sur certaines des étapes. Et la première, ce sera toujours de valider un besoin de la part d'une cible en général ou de manière générale, est-ce qu'il y a un besoin? Et plus particulièrement chez une cible à laquelle on va se dédier. Ensuite, c'est valider notre offre auprès de cette cible. En 3e point, c'est d'affiner notre positionnement en rendant notre offre unique.
pour être vraiment différencié sur le marché. Et ça, je dirais, en fait, c'est déjà, on va dire, quelque part un peu du bonus. Déjà, le plus important, c'est de clarifier l'étape 1 et 2. Et enfin, l'étape 4, c'est le lancement. Donc là, c'est concrètement, si vous avez un business comme ça, c'est comment vous allez communiquer, comment vous allez faire connaître votre offre, comment vous allez rentrer en contact avec vos clients potentiels, quoi. Et si vous êtes en recherche d'emploi, c'est c'est à partir de là que vous allez réellement lancer à fond votre recherche, envoyer les CV, contacter des RH, etc. Ça, c'est OK pour vous aussi? Ouais. OK. Du coup, je vous présente Yes. la méthode en 3 étapes pour trouver votre positionnement. C'est voilà, une méthode qui se veut simple, mais l'idée, c'est qu'il faut la recommencer autant de fois que nécessaire. Donc, ces 3 étapes-là, c'est la première, c'est construire. On va établir une hypothèse. Je vous montrais le persona tout à l'heure. Si on imagine qu'une cible en particulier pourrait avoir un problème, on peut faire une hypothèse de cette cible, quels sont ses besoins, ses objectifs, etc., pour avoir une base de travail et ensuite aller confronter ça avec la réalité. Une deuxième option, ça peut être de créer un questionnaire ou alors de préparer des interviews qu'on veut réaliser avec des personnes et après les mettre en pratique. Un autre exemple, c'est si jamais on en est à l'étape 2 plutôt de l'offre, ça va être de tester notre offre avec une première version du produit ou une landing page pour ceux à qui ça parle. En fait, c'est une page sur un site internet avec simplement une phrase d'accroche et un appel à l'action. Et ça peut être concrètement de commander le produit, de demander à être appelé pour en discuter, ça peut être de rejoindre une newsletter. Et après, ça me fait arriver du coup à la deuxième étape qui est de mesurer. Par exemple, sur cette landing page, combien de pourcentage des personnes qui arrivent sur ce site vont passer réellement à l'achat? Si c'est 5%, est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Si ce n'est pas le cas, ben, ça veut dire qu'il faudra soit changer votre offre, soit changer votre cible. Mais en tout cas, vous créez une façon de mesurer les résultats des tests que vous allez effectuer. Que ce soit sur des interviews, par exemple, on va dire 20 personnes que vous allez avoir au téléphone ou en face à face, combien vivent le problème que vous aviez imaginé. Et si c'est 3 personnes sur 20, ben, peut-être que ce n'est pas la peine de s'attaquer à ce problème-là parce qu'il n'y a pas assez de monde qui se sent concerné. Si vous êtes plutôt proche de 6-7 personnes, c'est déjà mieux. Et c'est à vous de mettre un peu la barre, le curseur sur ce qui vous paraît. Attends, il y a cohérent, Vanessa qui demande si tu peux réexpliquer la ouais. page parce qu'elle n'a pas compris. Et alors, Ouais. oui, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est vrai que souvent, on ne se met pas vraiment, on ne se fixe pas des objectifs ou en tout cas des outils qui nous permettent de mesurer en quoi, pour nous, le projet est une réussite ou un échec. Vous pouvez aussi juste vous poser cette question-là. En quoi c'est une réussite? En quoi c'est un échec? Par rapport à tout type de projet. C'est pas, voilà, parce que certains d'entre vous ne vont pas vendre nécessairement un produit ou un service, mais même d'autres projets. Et on a aussi un dossier, si vous voulez, sur l'évaluation des outils d'évaluation, son projet, de choisir comment on va évaluer un projet, la réussite d'un projet. Et sinon, juste cette petite question, en quoi pour moi c'est une réussite ou un échec, c'est vraiment important de se poser cette question. Ouais, c'est vrai. Et ça, en fait, cette question-là, vous pouvez très bien vous la poser à chaque test que vous allez effectuer. Pour illustrer du coup la landing page en quelques mots, en général, ça c'est voilà, une page d'un site internet. Vous allez ici avoir une accroche, ça s'appelle le pitch que vous ai présenté tout à l'heure. Ça peut être aussi une accroche plus une mini vidéo qui va expliquer ce que vous proposez comme produit-service. Et ensuite, un bouton avec un appel à l'action. Ça peut être de s'inscrire à une newsletter, ça peut être de commander un produit, acheter une formation en ligne. Enfin, bref, ce qui vous paraît pertinent par rapport à votre produit-service. Et après, vous allez pouvoir mesurer sur 100 personnes qui arrivent sur cette page, combien cliquent sur le bouton et vont à la prochaine étape, en fait. Enfin, réalisent l'action que vous souhaitiez de leur part, pour illustrer. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça.
Attends, Vanessa, si c'est pas assez clair pour toi, tu nous renvoies un petit message. Ah, ok. Et du coup, la dernière étape de ce cycle, c'est d'apprendre en fait. Une fois que vous avez mesuré vos résultats, par exemple sur la landing page, est-ce que c'est des résultats qui vous paraissent satisfaisants ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ce test? Et à partir de là, vous en créez, vous recommencez en fait. Soit vous passez à l'étape suivante, soit vous repartez de zéro si jamais le test n'a rien donné. Je pense par exemple, si vous cherchez un peu qui est le type de profil qui a le plus besoin de vos produits-services, vous pouvez très bien faire plusieurs rounds d'interview. Vous allez cibler des profils très précis et selon ce que ça donne, changer de cible en fait. Vous mettre à fond sur 15 jours. Allez, moi je vais cibler, j'en sais rien en fait. Encore, je prends toujours le même exemple, mais les entrepreneurs en digital qui ont une agence, si ce n'est pas eux les meilleurs profils, peut-être que ce sera les consultants indépendants, j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est à vous de voir pour définir vos tests et mesurer, apprendre, etc. Jusqu'à ce que vous ayez trouvé quelque chose qui soit satisfaisant pour vous. Et ça, le satisfaisant, je sais que c'est très subjectif, mais c'est difficile de donner une règle générale là-dessus, en fait. C'est vraiment au cas par cas. Et donc voilà, pour vous illustrer ça, à quoi ressemble la recherche de votre positionnement. Si je vous ai mis cette flèche à gauche avec votre point de départ où vraiment vous partez de zéro et en haut vous avez enfin trouvé votre positionnement, et vous pouvez vraiment tâtonner comme ça pendant plusieurs semaines avant d'arriver à un résultat, de trouver votre product market fit Toi, c'est à travers combien de plusieurs temps ça tests. tient? Parce que ça me Bah, en paraît fait, fastidieux comme ça et tu n'as juste pas envie de faire l'exercice, quoi. ouais. Ouais, tout à fait. En fait, on a l'impression que c'est une perte de temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent à côté de cette étape. Mais il ne faut pas le voir comme une perte de temps parce que, d'une part, les personnes avec qui vous allez rentrer en contact, ce sera des personnes qui potentiellement seront vos premiers clients, en fait. Parce que vous allez vous intéresser à leurs problèmes, les solutions que vous allez créer, vous allez co-construire avec eux. Et donc, en fait, peut-être que ça va vous prendre que 2-3 semaines. Si jamais vous êtes efficace, que vous tombez bon du premier coup, que vous avez une bonne intuition ou autre. Peut-être que ça va vous prendre des mois ou des années, parce que le positionnement, il peut s'adapter et s'ajuster tout au long de la vie de votre projet, en fait. Et là, vous avez l'exemple parfait aujourd'hui. Je voyais un chiffre là, il disait que c'était la chambre de commerce, Bessie, là, à Bruxelles, qui disait que 50% des entreprises bruxelloises avaient vu leur chiffre d'affaires chuter de 75%. C'est quand même énorme quoi, comme truc. Et donc là, ça nécessite de s'adapter au digital, d'ajuster son business model, d'ajuster son positionnement pour faire face à la réalité enfin, du terrain, qu'on va dire, voilà, du monde actuel, adapter ses services pour les passer en numérique, ce genre de choses, quoi. Et donc là, en fait, ça repasse par l'étude du besoin de nos clients, etc. À quoi pourrait correspondre notre nouvelle offre qui s'adapte au contexte actuel, quoi. Donc pour vous dire que ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est figé et c'est en fait la base même de toutes les personnes que vous voyez faire du marketing en ligne, etc. Elles passent par ces phases-là d'apprentissage. Par exemple, des gourous de la publicité Facebook, ils ne mettent pas des budgets de plusieurs milliers d'euros dès leur première campagne. Ils vont d'abord faire des petits tests à 50 euros et dès qu'ils ont trouvé un pourcentage de conversion qui est satisfaisant, c'est-à-dire de personnes qui achètent le produit ou qui répondent à l'appel à l'action, là, ils augmentent le budget en fait. Mais c'est vraiment progressif. Ils ne vont pas écouler des budgets et voilà, gaspiller de l'argent sans avoir de certitude, quoi. Et donc, ça passe par ces tests en 3 étapes. On construit une publicité, par exemple, on mesure le taux de conversion, on apprend, on refait un nouveau test avec une nouvelle pub, et voilà, et on ajuste au fur et à mesure, quoi. Ça illustre un peu ce concept-là, quoi. Alors, moi, par rapport à cette approche, ce que je vous recommande vivement, que vous proposiez des produits physiques ou des services, c'est de passer par une phase où vous faites des interviews avec votre cible.
ou même dans la recherche de votre cible, c'est d'aller tout simplement à la découverte de sa réalité, de ses besoins, des problèmes qu'elle vit, à quel point il y aurait moyen de faire mieux, etc. Donc l'idée, en fait, c'est déjà de poser des questions ouvertes en lui demandant, tiens, quels sont tes challenges du moment? C'est quoi les choses sur lesquelles tu rencontres des difficultés qui te font perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, etc. Et après, vous pouvez approfondir en posant quelques questions. Je vous donne quelques exemples ici, ce n'est pas exhaustif, mais ça peut être, par exemple, qu'est-ce que tu as déjà essayé pour résoudre ce problème? Qu'est-ce qui a bien et mal fonctionné dans ce que tu as essayé? Combien dépenses-tu actuellement pour résoudre ce problème? Ça vous répondra d'ailleurs à la question de quel prix je peux définir pour mon offre, mon produit ou service. Si vous voyez qu'une personne dépense déjà des centaines d'euros par mois pour résoudre un problème et qu'elle n'a pas les résultats qu'elle veut, elle va pas, il y a de bonnes chances qu'elle dise oui si vous lui proposez une offre, je ne sais pas, à 500 euros, quelque chose comme ça. Enfin, je donne des prix totalement au hasard, mais ça vous donne en tout cas une notion, une échelle de prix que vous pouvez proposer quoi, par rapport à ce qu'elle dépense déjà aujourd'hui. Et enfin, ça, c'est si vous êtes vous n'avez pas encore d'idée très précise, ou même si vous avez déjà une idée d'une solution, c'est lui dire, OK, j'ai déjà une idée de ce que je peux proposer pour répondre à ce problème, mais j'aimerais bien voir de ta bouche, qu'est-ce qui serait une solution idéale, à quoi ça ressemblerait, qu'est-ce que comprendrait cette offre, etc. Et après, dans un deuxième temps, vous lui dites, ah, ben justement, moi, j'ai pensé à ça, etc. Ça vous donne en fait une base de discussion. Et c'est toujours bien en fait de faire s'exprimer la personne en premier, parce que sinon elle va vous dire ah oui ouais c'est pas mal ce que tu proposes, je pense que c'est bien et tout. Elle va pas forcément vous donner les ressentis ou faire appel à son imagination si vous annoncez directement quelque chose de déjà réfléchi quoi, on va dire. Donc il vaut mieux poser d'abord. Donc il vaut mieux pas. Attends, je sais pas si tu m'entends, Sébastien. Ouais, je t'entends très bien. Ah ouais. Donc en fait, ma question c'est, il vaut mieux ne pas proposer une solution toute faite. Il vaut mieux, parce que ici, moi, très concrètement, moi, je voudrais lancer un questionnaire, mais j'ai déjà une idée de solution au problème. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il vaut mieux que dans le questionnaire, je dise, voilà, vous avez un problème, quelle est votre solution? Ou bien je peux proposer directement ma solution? Ben, moi, ce que je te dirais, c'est en fait, tu peux très bien le faire en 2 temps. Tu vois, comme je disais, tu n'es pas obligé de faire un test qui réponde à toutes tes questions. Tu peux le faire en 2 temps avec les personnes que tu contactes. D'une part, c'est faire le point un peu sur leur situation, leurs problèmes, etc. Et celles qui t'ont répondu, tu leur proposes par exemple un mini rendez-vous téléphonique pour discuter des réponses qu'elles t'ont données et lui dire ah ben justement, voilà, moi je pensais à telle solution, dans quelle mesure vous trouvez ça intéressant, qu'est-ce qui manquerait. Et tu vois, tu peux faire ça en 2 temps. D'abord, tu récoltes simplement des infos et après, dans un deuxième temps, souvent les personnes elles vont te demander mais qu'est-ce que vous proposez, c'est quoi à quoi vous avez pensé pour régler ce problème, etc. Mais encore une fois, tu peux le faire en 2 temps, quoi. N'hésite pas à ça, quoi. Hésiter, c'est-à-dire que moi j'hésite quand même un peu parce que la plupart des gens, déjà quand ils répondent à un questionnaire, déjà il n'y en a pas beaucoup parce que ça les ennuie. Mais si en plus dédoubler les questions, j'ai peur qu'il y ait peu de répondants. Bon, en même temps, s'il y a peu de répondants, au moins ce sont des bons répondants. Donc peut-être que je viens de répondre à ma propre question. Mais... En fait, c'est ça, tu vois, c'est les gens qui se sentent pas concernés par ton problème. Est-ce que tu crois qu'ils vont se sentir plus concernés quand tu les auras au téléphone ou comme ça? Bah, pas forcément, ou en tout cas, elles vont te donner des conseils alors qu'elles-mêmes, elles vivent pas vraiment le problème, tu vois. Donc ce sera pas un feedback intéressant vraiment pour toi, tu vois. C'est beaucoup mieux d'avoir moins de personnes au téléphone, mais d'avoir au téléphone des personnes qui vivent ce problème et qui vont potentiellement devenir du coup tes premiers clients, tu vois. Et du coup, tu vas co-construire une solution avec eux pour laquelle ils seront prêts à payer vu qu'ils t'ont exprimé eux-mêmes que c'est de ça qu'ils avaient besoin, tu vois. Donc tu vois, c'est un peu contre-intuitif cette notion avec le positionnement, etc. On a peur de se fermer les portes. Mais au final, ces clients potentiels, ils ne sont pas du tout acquis, tu vois. Ce n'est pas parce que tu as des personnes qui répondent déjà à ton questionnaire ou qui viennent dessus qu'elles sont intéressées pour autant par tes offres. Donc, en fait, c'est comme en prospection téléphonique on peut faire, c'est tu qualifies en fait
tes cibles potentielles, tu vois. Est-ce que c'est une personne qui a ce problème-là? Est-ce qu'elle est assez prête aujourd'hui pour passer à l'achat, tu vois? Et de base, tu peux disqualifier des personnes, comme on dit, où en fait, elles ne rentrent pas dans ta cible, quoi, tu vois. Et donc, ces personnes-là, ça sert presque à rien que tu les aies au téléphone, parce qu'elles vont limite te donner peut-être des mauvaises informations ou t'envoyer plus qu'autre chose, tu vois. Je sais pas si ça te répond bien, si tu es OK avec ça. Je suis OK avec ça. Bon, Merci. très bien. Alors, il y a quelques... J'ai répondu. Ah ouais, OK, super. Bon, parfait. Donc là, maintenant, je vais passer à mon étude de cas, une étude de cas en vous présentant mon exemple personnel. Donc mon contexte, c'est que pour vous donner un peu mon background et que vous aider à comprendre, en fait, là, je vais reprendre des éléments pour illustrer en même temps un peu l'ikigai, comment j'en suis arrivé à définir ma cible, etc., définir aussi l'offre que je propose, ce genre, et aller un peu étape par étape. Donc moi, en fait, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé sur des projets d'innovation en entreprise, voilà, différentes échelles d'entreprise, différents budgets de projet, etc. Suite à ça, en fait, j'avais décidé de me former au coaching et de me spécialiser dans la gestion du stress, des émotions et la prévention de conflits. Donc ça, c'est plus par rapport à, je dirais, à l'identification de mes talents de manière un peu intuitive, de ce que j'aimais faire tout simplement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi, c'est l'accompagnement, avoir des discussions profondes, accompagner des transformations individuelles. C'est ça qui me parle et qui me fait vibrer, je dirais, dans ma vie pro. Voilà, donc voilà, c'est ce que je disais justement là. Et donc, aider des personnes à atteindre leurs objectifs de manière plus générale. Et ce qui me caractérise, c'est que je pense avoir une bonne capacité d'écoute, d'empathie et de pédagogie, dans le sens où, en tout cas, j'aime vulgariser ou en tout cas faire comprendre des concepts qui peuvent être un peu plus complexes, les rendre accessibles un peu à toute personne intéressée par ce que je fais. Donc après, je me suis posé la question, enfin les questions de quel service je pourrais proposer et à quelle cible. Donc là, en fait, tout était ouvert parce que moi, j'étais dans le cas de figure où j'avais une expertise, mais je ne savais pas à qui la proposer, comme je vous présentais tout à l'heure. Donc, je me suis posé la question des particuliers, des entreprises, mais si oui, de quelle taille, ou alors des indépendants. Et j'ai fait plusieurs tests. En fait, j'ai travaillé avec des particuliers, aussi avec des indépendants. Des entreprises, pas vraiment, parce que c'est un peu plus compliqué, en fait, pour atteindre les décideurs. En fait, c'est un niveau d'investissement d'énergie que je n'avais pas forcément envie de mettre. Je n'ai pas priorisé ça, en tout cas. Et sur les thématiques que j'ai abordées, j'ai pensé à la gestion de conflits, la gestion du stress, l'accompagnement du changement d'entreprise, vu que j'en avais fait moi-même, ou le leadership de manière plus générale. En termes de service, je m'étais dit pourquoi pas du coaching individuel ou alors du coaching de groupe, avoir des formations en présentiel ou à distance, faire du suivi au quotidien ou pas, ou carrément faire du consulting en entreprise, c'est-à-dire aller moi-même en entreprise, accompagner des équipes sur le terrain et après les rendre autonomes. C'est en fait différentes options comme ça que j'avais. Et ensuite, je me suis posé cette fameuse question, qu'est-ce qui me rend unique, qui n'est pas évidente en fait à première vue quand on se la pose. Et donc ça, je vais y revenir juste après. Mais du coup, moi, mon hypothèse, donc comme je vous disais, j'ai testé pas mal de cibles, les particuliers, les indépendants, j'ai testé du coup des responsables de projet. Et en spécifiant un peu, je suis arrivé sur les Scrum Masters freelance. Il faut que tu nous Voilà, expliques. ouais, je pense que c'est nécessaire. C'est pas un métier forcément super connu. Mais pour résumer, en fait, c'est des facilitateurs de projets dans le monde informatique. Donc, en quelques mots, par exemple, toutes les grandes banques, toutes les compagnies d'assurance font énormément appel à des Scrum Masters pour améliorer leur système informatique, pour les paiements en ligne, pour les rendre plus robustes, plus sécurisés, etc. Donc, ça passe par la constitution d'équipes de développeurs d'applications ou qui vont faire du code, tout simplement. Une personne qui va maîtriser plus la technique. Et enfin, une dernière personne qui est le Scrum Master, qui va être le garant de la cohésion dans l'équipe
du respect d'un cadre de travail, etc. Donc en fait, c'est des personnes qui n'ont pas de hiérarchie directe sur les employés, mais qui sont là plutôt pour en fait mettre un cadre de travail, une bonne dynamique dans l'équipe et assurer que les livrables que le travail soit réalisé dans les temps en fait. Et donc en fait, ils travaillent avec les méthodes agiles. Ça, je vais pas rentrer trop plus en détail, mais en fait, ça s'oppose un peu à la gestion de projets classiques où en fait, on planifiait tout sur 6 mois et on voyait le résultat au bout de 6 mois. La gestion de projet agile, c'est plutôt des itérations. Un peu d'ailleurs la méthode que je vous présente, c'est on fait des tests, on travaille sur quelque chose pendant 2 semaines, on voit le résultat, ensuite on va voir le décideur, on choisit sur quoi on va travailler sur les 2 semaines suivantes, etc. Du coup, en fait, la méthode que je vous présente, ça vous permet de développer votre entreprise, votre activité en mode agile. Je crois qu'il y avait une question comme ça. Ah non, peut-être pas. Voilà, donc la thématique en fait que moi j'ai identifiée la plus centrale, et en fait, ça j'ai fait plusieurs hypothèses. Au début, je m'étais dit peut-être c'est la gestion du stress parce qu'ils doivent gérer les délais, etc. Ils doivent peut-être absorber la mauvaise humeur des personnes de leur équipe ou qui subissent un peu un changement d'entreprise. Donc c'était plutôt le stress. Au final, je me suis rendu compte en discutant avec des Scrum Masters que eux, là où ils se sentent le moins armés, c'était la gestion de conflits au final. Parce que le stress, c'était pas forcément eux qui l'absorbaient, c'était plutôt l'équipe de développement qui avait la pression de faire le travail dans les temps. Eux, par contre, ils étaient là ils avaient plus de mal à s'assurer que l'équipe s'entende bien entre elles et tout ça, quoi. En termes de service, pareil, j'ai regardé un peu ce qui se faisait sur le marché. Et pour ce type de profil, ils avaient de très bonnes compétences techniques. Par contre, sur l'aspect relationnel, ça, je vais revenir un peu après avec le persona. Ils n'ont jamais vraiment suivi une formation à proprement parler sur les soft skills, comme on appelle, ou les compétences relationnelles. Et donc moi, mon hypothèse, c'était qu'une formation de 2-3 jours en one-shot, ce n'était pas suffisant, et qu'un accompagnement plus approfondi sur plusieurs semaines, c'était bien plus pertinent. Donc ensuite, suite à ça, j'ai constitué une offre qui est composée de coaching individuel, de formation à distance avec des modules vidéo et un support au quotidien si besoin. Ça, c'est un service que je propose en supplément, on va dire, pour ceux qui veulent. Et sur l'approche de ce qui me rend unique, en fait, c'est comme ça en fait que j'aime bien voir le truc, c'est que quand on a une cible très précisément définie, les Scrum Master freelance, il y a très peu de personnes, j'en connais aucune même, qui sont spécialisées dans l'accompagnement de ce type de personnes. En particulier sur la gestion de conflits. Et donc, en fait, ce qui me rend unique, c'est assez facile à définir parce que quand j'ai une cible très précise, je peux juste regarder dans mon parcours professionnel et mes formations, ce que j'ai appris, ce que je connais, etc. Ce qui me différencie des autres, ce qui peut les intéresser, en fait. Et donc, en fait, déjà, l'approche de l'intelligence émotionnelle, c'est ce que je creuse par moi-même, qui me passionne comme sujet. C'est quelque chose qui me rend unique pour accompagner sur la gestion de conflits, par exemple. Le fait que j'accompagne encore une fois les Scrum Masters en particulier. Et enfin, mon expérience personnelle qui me permet de mieux les comprendre, notamment avec mon expérience de gestion de projet, dans l'amélioration continue, etc. Donc voilà, c'est juste un peu pour vous expliquer comment j'arrive à définir les 4 thématiques, les 4 points. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour vous présenter un peu le persona que j'ai réalisé et que je continue de préciser en fait au quotidien. Parce que je vise les Scrum Masters de 25 à 40 ans qui sont en freelance, situés en France et en Belgique. Au niveau centre d'intérêt, ils s'intéressent aux méthodes agiles et au lean, aussi au développement personnel et à l'entrepreneuriat, vu qu'ils sont eux-mêmes indépendants. Après, sur les réseaux sociaux, médias qu'ils peuvent eux-mêmes fréquenter, il y a Facebook, LinkedIn notamment, YouTube et des blogs. Et d'ailleurs, ça, je vais vous le présenter après. Moi, pour le coup, sur la façon de les approcher, je me suis concentré exclusivement sur LinkedIn dans un premier temps, parce que je me suis dit que c'était une plateforme qui était vraiment pertinente pour eux. Concernant leurs objectifs ou leurs rêves,
ce serait de faire leur preuve en tant que jeune Scrum Master, parce que moi, je m'adresse plutôt en fait à des Scrum Masters qui ont 1 à 3 ans d'expérience, qui veulent accompagner des transformations digitales et des acteurs du changement. Et leurs objectifs concrètement opérationnels, c'est de veiller à ce que le cadre de fonctionnement agile soit bien adopté par leur équipe. Pour vous donner un peu de contexte par rapport à eux, souvent, en fait, c'est des développeurs qui ont décidé d'évoluer, de monter, d'évoluer en termes de postes et d'aller vers des postes plus relationnels. Et donc voilà, encore une fois, ils ont une très bonne compétence technique, ça qui les rend légitimes pour encadrer des projets informatiques. Par contre, c'est sur l'aspect relationnel où là, ils se sentent un peu plus, un peu moins armés en fait pour faire face, quoi. C'est ce que je mets dans les frustrations ici. Donc voilà, ils ont aussi un peu plus de mal à absorber le stress émotionnel, c'est-à-dire absorber les tensions, les ressentiments dans leur équipe. Et aussi de garder leur self-control, on va dire, dans des moments de conflit. Ils ont tendance à un peu trop prendre parti au lieu de garder leur rôle un peu plus extérieur. Donc voilà, après, du coup, leur chemin vers l'objectif, ça, c'est comment moi, comment ils passent à l'action. D'une part, c'est en lisant des articles ou des posts sur LinkedIn que j'aurais moi-même rédigés. Et c'est également après une discussion ou un appel qu'on aurait pu passer ensemble. Parce que, en fait, moi, mes 2 leviers, c'est marketing de contenu en rédigeant des articles. Et deuxièmement, c'est que je contacte directement des Scrum Masters. Je suis proactif, déjà pour mener des interviews, etc., pour préciser ma proposition de valeur. Mais aussi, en fait, pour ceux qui sont un peu plus prêts à passer à l'action, voir quelles sont leurs problématiques et les aider à se décider, en fait, s'ils veulent se faire accompagner ou pas, quoi. Voilà. Donc, je pense que j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Je ne sais pas si, après, encore une fois, vous pouvez prendre le temps de le lire de votre côté pour voir tous les détails et vous inspirer. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus sur comment le compléter, ce persona Canva. On va vous le mettre à disposition, il sera vierge si vous voulez. Ouais, c'est ça, vous aurez les deux en fait. Mon exemple complété et une version vierge pour faire votre version. Au niveau de la proposition. Ouais, oui. vas-y. Et du coup, si vous voulez venir lundi prochain, on va faire même heure, même endroit. On gardera le même lien. Je pense que si ça marche, ça sera comme ça. Vous pouvez venir avec vos personnes à Canva et on peut en discuter ensemble lundi prochain. Ou votre proposition de valeur. Ou votre, enfin voilà, un de tes outils. Ok. Ou vos questions. Là, je sais pas, aussi du coup j'en profite, je sais pas en termes d'énergie, comment vous vous sentez, est-ce que vous avez besoin de faire peut-être une pause de 5 minutes? Parce que là, ça fait à peu près 1 heure qu'on se parle, enfin, ou 3/4 d'heure. Ou je sais pas exactement en fait. Non, je pense bien 1 heure en fait. Oui, ça fait 1 Mais heure. du coup, est-ce que vous voulez qu'on se fasse une pause de 5 Vanessa minutes? demande une petite pause. Ouais, Oui, ok. ça sera bien le poste, ouais. Ok, très bien. Ok, Mais on du fait coup, une on se pause. retrouve à 35 ici, ça vous va? Ok. Parfait. Super. Ok, top. À de suite alors. Donc je vais reprendre, comme je vous disais, en fait pour moi il se lit d'abord de droite à gauche. Et du coup au centre, en fait pour moi ma cible c'est les Scrum Masters, comme je vous disais. Les actions à réaliser ou situations qui leur posent problème, ça va être de gérer les conflits en interne dans leur équipe, de gérer leur propre stress dans les moments de tension et faire accepter les changements de méthode de travail par les membres de l'équipe. Et tout ça en fait c'est un peu un mix de problématiques qui peuvent paraître différentes, mais qui au final se rassemblent, quoi. Tout est assez lié. Et dans les difficultés ou problèmes qu'ils rencontrent, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Du coup, pour gérer les frustrations et tensions dans leur équipe, ils n'ont pas forcément d'outils pour faciliter la résolution de conflits. Ils ont aussi du mal à prendre du recul pendant les situations, en fait, à garder un rôle extérieur de facilitateur. Et ils ne savent pas forcément vers qui se tourner pour trouver des solutions, que ce soit en interne dans l'entreprise ou de leur côté. En fait, ils peuvent bien sûr regarder des vidéos, chercher des outils, mais la résolution de conflits, en fait, ça passe plutôt par des compétences internes en fait, qu'on a intégrées, plutôt que par des outils. En fait, les outils, c'est des supports, mais ça ne fait pas tout, quoi.
Et ce qu'ils pourraient attendre en fait par une solution par rapport à leur situation actuelle, en plus, ce serait de se sentir capable de booster la motivation des personnes dans le projet et de se sentir capable en fait de coacher des personnes individuellement pour les aider à réaliser leurs tâches. Parce que c'est aussi un peu une de leurs casquettes. Ça, je vous ai peut-être pas décrit en détail de la mission des Scrum Masters, mais ils vont avoir des rôles de coach, de facilitateur, de formateur parfois, de médiateur et aussi de communicant. C'est un peu le pont entre leur équipe et le reste de l'entreprise. Donc voilà, plein de casquettes différentes et la casquette de coach, c'est quelque chose qui est super intéressant pour eux, mais qu'ils ne maîtrisent pas encore forcément. Et donc par rapport à ça, en fait, comme je vous disais, moi j'y suis allé un peu par test, par questionnement. Et le produit donc, que je propose aujourd'hui, c'est un programme d'accompagnement sur 12 semaines qui est composé de 12 sessions de coaching individuelles à distance via Skype ou autre. Également l'accès à une plateforme e-learning donc pour se former sur les concepts d'intelligence émotionnelle, de gestion des émotions à échelle individuelle et d'une équipe. Également des outils concrets pour gérer les conflits au sein d'une équipe en faisant par exemple la pratique de team building ou des outils pour des sortes de jeux entre guillemets pour faciliter la résolution de conflits. Et enfin du support par mail ou WhatsApp entre les sessions s'ils ressentent le besoin pour répondre à leurs questions du moment en fait, sans avoir à attendre une semaine pour les poser, quoi. Donc en quoi mon service il répond aux problèmes qu'ils rencontrent? C'est le fait déjà que le programme il est fait pour apprendre à gérer son stress à échelle individuelle, se construire un environnement sain pour soi, pour se sentir bien dans son travail, mais également pour ensuite étendre ça à l'échelle de l'équipe. Et enfin, également parce qu'ils ont accès à une plateforme e-learning et à travers le coaching individuel, ça leur permet de se transformer eux-mêmes et de se sentir soutenus pour faire face aux conflits et différentes situations. Dans ce que ça apporte en plus, je dirais, ce qui est un peu bonus, on va dire, c'est déjà que ça utilise l'intelligence émotionnelle comme approche. Il faut savoir que dans la gestion de projet agile, ils entendent souvent parler de ce concept-là, sans trop savoir ce que c'est, ni comment l'utiliser. Enfin, concrètement, ça reste quelque chose de flou pour eux. Et donc, en fait, c'est une vraie plus-value dans leur CV, en particulier qui sont freelance, pour se démarquer des autres Scrum Masters, en fait. Dire qu'ils maîtrisent ces concepts-là d'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose d'intéressant pour eux. Également, ce qu'il y a en plus, c'est l'accompagnement individuel, parce que, comme je disais, il y a des formations en ligne, en présentiel aussi, mais l'aspect accompagnement individuel, c'est beaucoup plus rare. Et après avoir fait ma veille, j'ai même pas trouvé d'accompagnement là-dessus. Et il se trouve aussi que c'est des accompagnements qui sont facturés super cher par des sociétés de consulting / formation. Donc, c'est pas vraiment accessible. Et moi, le fait que je sois tout seul en fait, dans mon activité, ça me permet de pratiquer des prix plus compétitifs, on va dire. Et aussi également, le fait de vivre un coaching eux-mêmes, ben, ça leur permettra en fait, d'acquérir des bases dont ils pourront se servir eux-mêmes en fait, et transposer ça pour utiliser cette casquette de coach auprès de leur équipe pour les aider à atteindre leurs objectifs, passer à l'action, etc. Donc voilà, ça vous donne une idée en fait de comment on crée ce value proposition Canva. Et bien sûr, ça même encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose de figé pour moi. Il va certainement évoluer dans les semaines à venir au fil de mes discussions, etc. Et en particulier, comme je disais, aujourd'hui, avec la situation de confinement, les Scrum Masters, ils doivent adapter leur rôle, ils doivent faciliter les projets à distance via Skype et autres. Donc, les problématiques peuvent évoluer et donc à voir si j'adapte aussi mon offre par rapport à ça. Et maintenant, comment tester sa proposition de valeur? Ben, en allant, dans mon cas, j'ai décidé d'aller directement discuter avec des Scrum Masters sur LinkedIn. Donc pour ça, en fait, j'ai personnalisé à fond mon profil LinkedIn pour qu'ils répondent, pour que ça leur parle au maximum, avec la bannière et également ma phrase d'accroche. Vous pouvez voir que je me suis inspiré du pitch. Donc j'étais limité en termes de caractère, mais voilà, vous avez déjà, ça vous donne une idée.
Moi, dans mon cas, ma phrase d'accroche serait que j'aide les Scrum Masters à booster leur intelligence émotionnelle et relationnelle pour décupler leur impact. Donc, décupler son impact, ça reste assez flou. Mais l'idée pour moi, c'est d'attirer leur attention. Encore une fois, je ne peux pas tout décrire en quelques mots. Par contre, s'ils descendent un peu dans mon profil, qu'ils vont dans la section à propos, c'est là qu'ils peuvent avoir un peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle, pourquoi, à mon sens, c'est essentiel pour les Scrum Masters et qu'est-ce que je propose comme service. Donc après, libre à eux de me contacter s'ils le souhaitent. Et moi, dans tous les cas, je rentre en contact avec eux, comme je vous disais, pour juste simplement discuter en fait. Mon but, c'est pas de faire de la prospection en mode forcing, mais plus de créer une relation. Et le jour où ils se sentent prêts à faire appel à moi pour se faire accompagner, ben voilà, ils ont mes contacts et ils me connaissent, quoi. Justement, en fait, c'est ça dans mon process. Hop. Ouais, c'est en fait de rentrer en contact et de leur proposer un rendez-vous téléphonique pour discuter et voir déjà pour challenger ma proposition de valeur et l'ajuster, mais aussi ça m'inspire aussi pour le contenu que je produis, que je vais produire, etc. Donc voilà, je m'en sers pour différentes raisons. Une question. Ouais. Du coup, tu les trouves comme ça en cherchant et puis tu les contactes, genre salut, enfin, comment tu fais Alors en fait, je les contacte tout simplement en disant bonjour, j'ai vu que vous êtes Scrum Master. Je me suis dit que c'était intéressant de nous connecter, tout simplement. Et après, je termine avec ma signature. En fait, tu vois, c'est quand j'envoie une invitation à quelqu'un, je mets ça dans mon invitation, tu vois, donc la personne, quand elle reçoit la notif, elle voit ce message. Et après, une fois qu'elle l'accepte, c'est là que je rentre en discussion, tu vois. Je dis merci d'avoir accepté. Ben voilà, je serais curieux de savoir comment vous vivez le confinement, quels sont l'impact pour vous pour l'accompagnement de vos équipes, etc. Je lance une question comme ça d'actualité qui m'intéresse même de. C'est pas une question bateau, c'est une question dont la réponse m'intéresse, tu vois. Et pas trop intrusive si possible. Et voilà, quoi. Tu vois, l'idée, c'est à toi de voir en fait selon ce qui fait sens par rapport à ton activité. Et t'as souvent, ils répondent à chaque fois ou il y a un taux de réponse ou... Alors, en fait, sur LinkedIn, moi, je t'avoue, je fais du volume là-dessus. Sur une centaine d'invitations que je peux envoyer, je vais peut-être recevoir 30 acceptations. Et après, sur les 30, peut-être que je parle réellement avec 5 personnes, tu vois. C'est pour ça, après, tu as des techniques d'automatisation sur LinkedIn qui permettent de pas perdre trop de temps sur cette première phase d'envoi de messages et tout ça. Après, voilà, la prospection sur LinkedIn, c'est une formation à part entière, tu vois, c'est compliqué de tout expliquer en quelques mots, mais oui, tu as moyen, en fait, de... Moi, en fait, si tu veux, j'ai semi-automatisé la prospection dans le sens où j'envoie des invitations et pour les personnes qui montrent leur intérêt, c'est là qu'après, c'est moi qui rédige le message réellement, etc., quoi. Tu vois, mais les premières invitations, elles s'envoient toutes seules et voilà, quoi. Si ça te parle. Après, LinkedIn, il faut savoir, c'est super adapté pour le B2B, ce qu'on appelle quand on veut vendre des services à d'autres business. Si on vise les particuliers, aucun intérêt d'aller sur LinkedIn. Mais moi, je trouve ça pertinent parce qu'il y a souvent de bons articles, de bons posts qui sont rédigés par des Scrum Masters pour d'autres Scrum Masters. Donc pour moi, c'est aussi un bon levier en répondant simplement, si tu trouves ça trop intrusif, d'envoyer des messages comme ça, tu peux très bien répondre à des commentaires de personnes qui sont dans ta cible et au bout d'un moment, tu vois que tu crées une relation, là tu les ajoutes en contact, etc. Tu vois, pour formaliser un peu. Tu as plein d'approches différentes, mais voilà. Ou alors toi-même tu postes du contenu et les personnes qui te répondent, c'est là que tu les envoies, que tu les ajoutes que tu les invites à se connecter, etc., quoi. C'est un peu ça les approches. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus sur le process ou c'est clair pour vous? A priori, c'est clair. Ok, top. C'est clair. Et il n'y a pas... Enfin, moi, j'ai toujours peur dans les trucs de prospect comme ça, c'est de... Enfin, je sais pas, de passer pour le gros relou qui fait de la pub
à tout le monde, tu vois. Si tu l'es Ouais, pas, ouais. si tu l'es pas, et si tu fais pas les gros relous, et si tu harcèles pas, et tu vois, si ça fait sens, si tu vois, tu demandes aussi aux gens, enfin voilà, je veux dire, Sébastien, à un moment, il va les aider aussi, quoi, tu vois. Je pense que si tu es honnête dans ta démarche et si tu les harcèles pas, voilà. Après, tu peux Ouais, c'est ça. avec le système, Mm. aller les rencontrer, prendre des rendez-vous. Tu peux te déplacer si toi, ça fait sens pour toi. Bon, là, ça va être un peu difficile pendant le confinement, on est Ouais. d'accord. Mais il faut trouver ta manière aussi, enfin, ce que tu as fait toi par rapport à ton projet. À un moment, en tout cas, je pense au roast de Chicken Show. C'est, voilà, ce poulet que tu as été mettre dans les commerces, bah, c'est une super bonne idée, quoi. Parce que elle te convient aussi. Mais là, il est en quarantaine, du coup. Ouais. Mais donc, voilà, oui, il faut que ça te corresponde. Il faut que ça vous Mm. corresponde. Et il faut être Ouais, honnête ça, dans votre démarche, quoi. Si vous êtes honnête dans ce que vous faites et dans votre démarche et que ça vous correspond, alors je vois pas où est le problème. mm. Puis t'es vraiment, enfin, souvent, il y en a plein, ils font cette erreur-là aussi, c'est qu'ils ajoutent, enfin, j'allais dire ajoutent en ami, tu vois, ils invitent à se connecter et de suite ils pitchent leur offre ou comme ça ou ce qu'ils peuvent faire. Et là, tu vois, c'est vrai que c'est du spam, tu vois. Moi, c'est vraiment pas ça ma démarche, c'est simplement j'essaie d'avoir des vraies discussions avec des gens, de les avoir au téléphone et c'est même au téléphone, je leur propose pas forcément mes services, tu vois. C'est que si eux-mêmes, d'eux-mêmes, ils me demandent d'en savoir plus sur ce que je fais, ce que je peux apporter, c'est là qu'ils me donnent l'autorisation, si tu veux, de leur présenter mes offres et d'aller plus loin, tu vois. Et mon approche, c'est vraiment pas du forcing pour vendre à tout prix, truc, tu vois, c'est créer des vraies connexions. Moi, ça m'aide à bien connaître ma cible, m'imprégner de leur contexte, de leur environnement. Et quand je vois que c'est le bon moment pour eux, tu vois, enfin, c'est très clair, tu vois, ils me le disent concrètement. Ah, moi, je serais super intéressé de développer ça parce que voilà, j'ai des difficultés avec mon équipe, des fois, je sais pas comment m'y prendre. Mais voilà, tu vois, c'est eux qui me donnent l'autorisation de leur pitcher mes offres, tu vois. Mais je le fais pas avant ça, en fait. Si ça peut, tu vois, te rassurer ou te conforter un peu dans cette approche-là, tu vois. C'est vrai que ça peut faire intrusif parce que tu contactes des gens qui n'ont rien demandé. Mais il faut savoir, tu vois, ça c'est un concept en marketing, tu as 3% des gens dans ta cible. Ok, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose. Ils sont, au moment où tu les contactes, ils sont déjà prêts à payer pour une solution, mais même s'ils l'ont pas encore identifié, tu vois. Donc si toi, tu arrives et que ils voient ce que tu proposes, etc., que tu as une proposition, tu vois, un pitch qui est assez clair, qui leur parle, et bien boum, c'est pareil d'eux-mêmes, ils vont te demander qu'est-ce que tu proposes, comment on peut travailler ensemble, tu vois. Pour donner un... Donc c'est, dans ce cas-là, c'est presque toi qui leur rends service à les contacter au bon moment, tu vois. Parce que voilà, enfin, ça encore, c'est encore des croyances et de la psychologie sur le fait de se vendre, de vendre ses offres et tout. Mais moi, j'ai pas du tout la sensation de prendre de l'argent aux gens qui deviennent mes clients. C'est un échange de services en fait. Je les aide à régler un problème et en échange d'une rémunération, tu vois. C'est du gagnant-gagnant en fait. Tout le monde s'y retrouve. Mon but, c'est qu'ils aient l'impression que leur argent soit largement bien investi avec mon accompagnement, tu vois. Et c'est comme ça que je le vois. C'est mon approche du coaching et de l'accompagnement, tu vois. Ça te répond un peu. Ok. Bah, du coup, j'arrive à peu près au bout de cette présentation. Du coup, une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez prêt, après avoir vu tout ça, à travailler votre positionnement? Est-ce que ça fait plus de sens pour vous? Est-ce que vous sentez que vous avez les outils concrets pour avancer là-dessus? Maintenant, je veux bien qu'on passe, enfin, pour ceux qui sont, enfin, si vous avez une objection, ok, mais ce serait vraiment chouette que chacun prenne la parole un moment parce qu'on voudrait savoir aussi, bah, voilà, avec quoi vous repartez et enfin, voilà, faire un petit tour de table, ce serait sympa. Ouais, ok. Retour, vos feedbacks. Ben, ouais, c'est ça. Du coup, je vais enlever le partage et attends, c'est un nouveau partage, plutôt ça. Hop. Voilà, pour que chacun puisse s'exprimer en popcorn, celui qui veut en premier. Ouais.
Non, c'est super intéressant. Après, je trouve ça chouette. Si j'ai compris, à lundi prochain, on peut faire Oui, travailler les contenus et puis les présenter. voilà. Moi, je trouve ça chouette parce que souvent, quand on reste sur la théorie, c'est dur. Enfin, soit on ne prend pas le temps de le faire ou alors on ne va pas jusqu'au bout de la réflexion. Et je pense que si on peut se confronter, c'est intéressant pour aller jusqu'au bout du travail, quoi. Super, donc ça on garde bien C'est de top. toute façon. Et s'il faut plus qu'une séance, donc aussi, donc il y aura une séance collective lundi. Mais si vous avez des questions d'ici là, ou vous avez besoin d'aide, on reste disponible, quoi. Ok, ça sera super. Ok. Quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien. Oula. Je sais pas si c'est toi, Benji, qui a un problème. À chaque fois, tu reprends la main. Ah, pardon. Ouais, peut-être que c'est moi. Eh ben, on va dire que c'est à ton tour, comme ça. Après, tu coupes ton micro et on passe aux autres. Ok. Non, je trouvais de bons conseils en fait. Et ça sert à rien, comme notre collègue a dit tout à l'heure, d'avoir un retour, de faire les canevas et pouvoir avoir un retour. Parce que des fois, c'est un peu difficile. Voilà. Non, mais voilà. C'est ça, mais je trouvais ça super intéressant et j'espère, voilà. Je me sens prêt à faire les travaux et voilà, je suis motivé. S'il y a effectivement la prochaine fois un retour par rapport à ça et bien cibler l'objectif. Ok, super. Super. Tu peux juste couper ton micro? Ok, Merci. c'est coupé là. Non. Attends, ou alors moi je te le coupe. Voilà, je t'ai coupé. Oui. Vas-y, Sarah. Alors, moi aussi, je trouvais que c'était super intéressant. Il y a des moments où je me disais qu'il y avait beaucoup d'infos, mais après, il y a eu beaucoup d'exemples concrets. Donc, ça m'a beaucoup aidé à comprendre toute l'explication. Ça, c'était super chouette. Et voilà, ça m'a donné aussi envie de travailler sur mon Canva à moi. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de se dire, OK, maintenant, on a toutes les infos et on va travailler sur un projet concret et pouvoir les partager après. Donc, voilà, merci. Super, merci. Ségolène, du coup? Yes. Bah oui, Sébastien, merci beaucoup. Plein d'informations super intéressantes et je pense que ce qui est toujours important et intéressant, c'est de pouvoir prendre du temps après pour mettre en pratique toutes les connaissances théoriques. Donc moi, j'ai essayé de faire ça en même temps que l'atelier. Mais voilà, ici, après moi, je reviendrai sur tous les éléments plus en détail et plus calmement pour l'appliquer à mon projet, quoi. Oui, mais toi aussi, tu as eu un retour par rapport à ton questionnaire. Et, Ah oui, oui, et tout à donc, fait. si tu veux, enfin voilà, même pour tous, on peut, d'ici lundi, on peut retravailler ensemble aussi, si nécessaire, quoi. Ouais, super. Merci Mais c'est beaucoup. chouette aussi d'avoir une mise en commun lundi prochain, voilà, où on se retrouve, on a avancé, les autres peuvent donner un feedback. Voilà, ça pourrait être chouette de garder, en tout cas le lundi soir, tous ensemble. Donc, l'objectif, c'est qu'en fait, lundi prochain, on refait une session comme ça et chacun, on présente notre projet par rapport… Tu viens avec des questions-réponses, soit tu viens avec ton canevas. C'est vraiment avec ce que tu veux, si tu es disponible ou pas. Voilà, nous, on laisse la possibilité. Donc, il y a, on va dire, du vide à ce moment-là, lundi prochain, et vous venez avec ce que vous voulez. Et il y a le suivi individuel ou plus personnalisé d'ici là, quoi. Ouais, ok, super. Merci. Ouais, du coup, si vous voulez partager aussi les outils sur lesquels vous avez travaillé, n'hésitez pas soit à prendre en photo ou idéalement sous PowerPoint ou quoi, des documents que vous puissiez partager, comme ça on peut voir en direct. Ce sera plus simple pour faire un feedback, quoi. Plus précis. Et si vous avez d'autres outils aussi, n'hésitez pas.
d'autres expériences ou autre chose. Alors, qui d'autre? Ou alors, s'il y en a qui ne veulent pas parler de vive voix, bon, c'est un peu plus triste pour nous, mais envoyez-nous un petit message de ce avec quoi vous partez ou de voilà, vos besoins. Je pense qu'on repart toujours avec des bons questionnements à la fin de chaque session qu'on a avec vous. Et même un webinaire, c'était très clair et la présentation était nickel. Voilà, moi, personnellement, j'ai hâte d'essayer de faire mon persona Canva pour voir où je me positionne. Après, pour moi, il y a une différence entre se positionner quand on est face à face, quand on doit se vendre, entre guillemets, avec un client, ou quand on doit se positionner online. Moi, visible, c'est une façon différente d'utiliser le marketing, entre guillemets. Mais je pense que ça peut être une bonne stratégie à utiliser dans les deux cas. Ok, Et merci, en tout cas. C'était intéressant. chouette. Oui, Sébastien a bien travaillé, je trouve. Et si je peux à peine te répondre aussi, enfin, juste répondre là-dessus, en fait, si ton but, c'est par exemple de faire des campagnes de pub pour vendre tes produits ou j'en sais rien, en fait, tu vois, toute cette étape où tu vas un peu à la main aller à la rencontre de ta cible,